Bonjour tout le monde et bienvenue à cette classe Pénélope McQuaid des originaux. Mon nom est Sophie-André Blondin. Les originaux, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que Pénélope McQuaid est une originale? Moi aussi, je vous l'avoue, je fais partie de cette secte secrète des originaux. Les originaux, c'est un groupe, c'est un mouvement, en fait, de personnes qui a été initié par Philippe Meunier, qui est un diplômé de l'Université du Québec à Montréal. Il était en design graphique, il a cofondé l'agence Sidley, il a cofondé la Factory aussi, et il voulait donc mettre l'emphase sur des originaux, des gens qui, dans leur métier, diplômés de l'Université du Québec à Montréal, ont fait une différence, ont fait bouger les choses, ont influencé peut-être certaines personnes, ont peut-être une personnalité unique. Ça fait beaucoup de personnalités originales. Et c'est dans l'esprit de ces originaux que cette série de 3 classes a été mise sur pied. 3 classes avec 3 femmes, des femmes qui font bouger les choses, des femmes fortes. Parce que pour faire bouger, j'imagine qu'il faut être assez forte. Il y aura, bien sûr, on va commencer dans quelques secondes avec Pénélope, que vous avez hâte de voir et d'entendre. Je vous annonce tout de suite qu'il y aura 2 autres classes, le 2 décembre et le 27 janvier prochain. Une classe avec Marie-Joëlle Parent, qui travaille pour Pinterest en Californie. Elle est auteure, elle est chroniqueur, elle est journaliste. Elle pourra nous parler de ces expériences-là. Et en janvier, le 27 janvier, avec Louise Richer, qui, elle, a eu l'audace et l'originalité de fonder l'École nationale de l'humour et faire de l'humour, de mettre l'humour non seulement dans une école, dans une université, dans une institution d'enseignement, mais aussi dans la société puis dans les entreprises. La première originale. L'original original de cette saison. De cette classe des femmes qui font bouger les choses. C'est Pénélope McQuaid. Bonjour, Pénélope. C'est tellement un bonheur de me retrouver face à toi. Que j'écoute à la radio, moi aussi, je t'écoute. que je côtoie pas tant que ça. Mais il y avait quelque chose, je m'en venais ici à pied dans Radio-Canada, tantôt je me disais, hey, il y a quelque chose de venir parler dans une institution du savoir avec toi, pour les gens qui ont décidé de s'inscrire, il y avait quelque chose de, je sais pas, comme... Qui me rendait un peu fébrile. Puis je pense que toi aussi, oui, j'étais fébrile parce que, mais en même temps, tu sais, on ne peut pas jaser entre nous, on ne peut pas jaser poutine entre nous, métier, animatrice à la radio, qu'est-ce que c'est. Mais il y a quelque chose qui nous lie de ce côté-là. C'est sûr que oui. Donc, je suis sûre que tu me regardes t'interviewer, puis moi, je te regarde. C'est pas énervant. Et moi, je suis totalement abandonnée parce que j'ai l'impression d'être en congé quand je réponds aux questions. Alors, garde ce mot-là en tête, abandon, parce qu'on va y revenir. OK, d'accord. Bon, Pénélope, ça fait 25 ans que tu es dans nos vies, qu'on peut te voir, t'entendre un peu partout. Tu es tellement dans nos vies que tu as seulement besoin d'un prénom. Bon, ouais, ça j'ai résisté à 2 reprises dans ma vie pour pas avoir des émissions qui portent le prénom, parce que dans nos métiers, on est des courroies de transmission. Puis si on choisit d'être intervieweuse, intervieweur, c'est pas pour rien, c'est pour être des passeurs, des passeuses. Donc, il y avait quelque chose qui, pour moi, je trouvais que c'était pas tout à fait réconciliable avec ma vision du métier, mais c'est vrai que 25 ans plus tard, ça vient avec un ton déjà, ça vient avec quand on s'installe devant une télévision ou devant une radio on comprend un peu déjà où est-ce qu'on va s'en aller parce que c'est moi qui l'anime, donc... Mais voilà. C'est quelque chose, c'est un prénom, même plus besoin d'un nom de famille. Bien, surtout qu'il fallait que je me défasse de mon nom. Bien, en fait, c'est qu'en plus, mon nom de famille aurait pu être tellement lourd à porter. Ben oui, la fille de Winston McQuaid. Alors, c'est devenu comme très étrange d'être connue finalement juste avec un prénom, mais c'est ça aussi, avoir un prénom qui est original. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la job qui est faite là, en termes d'originalité. Parce que le premier pas dans cette originalité-là, c'est pas moi qui l'ai choisi. De toute évidence, je suis née dans une famille où pour qui l'originalité était quelque chose... Oui, se démarquer. En tout cas, était une valeur, certainement. Là. D'ailleurs,
alors, je vais construire les 3 classes. Je les ai construites de la même façon. Ce sont des classes AOC. Puis AOC, c'est pas une maladie. C'est pas non plus l'appellation... C'est pas Alexandra Ocasio-Cortez non plus? Non plus. Ça aurait pu. C'est pas appellation d'origine contrôlée non plus. Qu'est-ce que c'est? AOC, c'est qu'on va parler d'audace, on va parler d'originalité, puis on va parler de constance parce que vous êtes des femmes, toutes les 3, qui... Bien, Marie-Joëlle est un peu jeune, mais en tout cas, qui visaient ou qui avaient réussi la durée dans le temps. Et d'ailleurs, je vous dis à tout le monde qui est à l'écoute en ce moment, qui est inscrit, qui est sur Facebook, c'est un entretien, il va y avoir des questions. Vos questions, on est là pour vous aussi parce que c'est une classe qui doit vous servir. Moi, j'adore les questions du public, là, parce que souvent, quand je suis en ondes, ouais, c'est ça. Quand on est en ondes puis on anime, on a des fois tellement le nez collé sur notre sujet qu'on oublie des questions vraiment de base. Et à chaque fois que je reçois une question d'un auditeur ou d'une auditrice, je me dis « Ah, mon Dieu, cette question-là est meilleure que toutes celles que je viens de poser! » Donc, allez-y. Moi, je suis très, très curieuse de savoir ce qui vous intéresse de savoir. Alors, l'idée, c'est d'avoir cet entretien-là. Puis oui, à la fin, on a un bloc qui est réservé pour les questions, mais pendant l'entretien, si vous avez des questions qui ont trait à ce qu'on est en train de dire, s'il vous plaît, envoyez-les. On a envie de les lire. Je vais les voir arriver. Je pourrai les intégrer à la conversation, notre conversation AOC. Puis juste pour le fun, je commence par le haut, par l'originalité, parce qu'on a commencé justement avec le prénom. Puis c'est vrai que tu es né, puis qu'on t'a condamné, entre guillemets. À une certaine originalité, marginalité, il peut y avoir une espèce de fine ligne. La marginalité, c'est un peu étonnant que je parle de ça parce que les gens vont dire « Oui, mais tu as été dans des émissions grand public, puis tu fais pas la controverse, puis tu peux pas vraiment dire que tu es marginal. » Non, effectivement, je suis pas dans une marginalité comme d'autres l'ont été, mais il y a quand même... Quand on dérange, quand on veut casser le moule, quand le moule ne nous convient pas, quand on vient d'un certain milieu puis qu'on aspire à un autre milieu, c'est toutes des choses. La originalité et marginalité, ça peut... Alors, il faut savoir comment être original. En tout cas, dans mon cas à moi, mon défi à moi, ça a été comment être original dans justement des émissions très grand public, comment faire quelque chose de différent alors qu'on est tant... Par exemple, je prends le milieu culturel dans lequel j'ai émergé. Il y avait à l'époque beaucoup d'émissions culturelles, beaucoup de chroniqueurs, beaucoup de journalistes, les mêmes artistes, on se les sépare tous, là. Donc, l'originalité, pour moi, ça a dû être très, très tôt dans ma carrière. Ma première matière, ma matière première, pour moi, c'est l'originalité. Et là, tu parles de ta carrière. Moi, je vais aller bien avant ta carrière parce que justement, ton prénom te condamnait à l'originalité et tu ne l'as pas toujours accepté comme tel. Je l'ai détesté. Moi, à un moment donné, je me faisais appeler Catherine, je me faisais appeler Michel. C'était les 2 noms que j'avais choisis. Puis quand j'arrivais à l'école, puis les gens m'appelaient par mon nom, je leur disais, moi, c'est Catherine, c'est Michel. Je sais pas pourquoi. Quand j'étais petite, dans les années 70, c'était les noms que je voulais. Je devais connaître une Catherine puis une Michel qui m'inspiraient particulièrement, là, à qui je voulais ressembler. Mais non, on veut pas, quand on est jeune, on veut pas sortir du lot. 0, 0, 0 sortir du lot. On veut être comme les autres. On veut être accepté, on veut faire partie d'un groupe. Jusqu'à temps qu'à l'adolescence, là, on n'est plus du tout... On veut à la fois appartenir pour avoir une gang, mais à la fois pas être comme tout le monde. Puis là, je me suis vraiment donnée dans la marginalité à l'adolescence, même limite délinquante. Un peu rebelle? Bien, il y avait vraiment... On frisait la délinquance, là, dans mon cas. Effectivement, il y avait quelque chose du cadre établi que je voulais défoncer. Je voulais... choquer mes parents, je voulais choquer beaucoup mes profs. J'allais dans une école privée quand j'étais, puis je voulais... c'est important de choquer. Je voulais déranger. Moi, me faire dire c'est comme ça parce que c'est comme ça, quand j'étais petite, ça me convenait pas. Donc, tout au long de ma vie, à l'école, dans ma carrière, ça m'a jamais... convenu de me faire dire c'est comme ça parce que j'ai dit que c'était comme ça ou c'est comme ça parce qu'on a décidé que... Puis ça continue à être comme ça encore aujourd'hui. Je déteste l'autorité. Je déteste l'autorité. N'empêche que, justement, même en détestant l'autorité, même en voulant te démarquer, tu es rentré dans le grand public, dans des émissions qui s'adressent à tout le monde. Oui. Dans une espèce de carré de sable qui était convenu. Hein? Les barrières sont là. Assez délimitées. Délimitées de façon très, très claire, avec des codes que la masse doit comprendre, qu'un grand nombre de personnes doivent comprendre. Donc, effectivement, on pourrait... Mais moi, j'aime ça. Moi, je ne suis pas une artiste. Je ne suis pas une créatrice. Moi, j'aime prendre un cadre
et briser des murs, changer un carré en un triangle, un rond, mais je ne pourrais pas construire un cadre. Et c'est là que je trouve, moi, ma créativité. C'est-à-dire que j'ai un côté très journalistique parce que j'ai fait des études à l'UQAM, oui, en communication, en option journalisme, avant que le bac soit mis sur pied de journalisme. Mais moi, j'ai besoin d'un certain cadre, peut-être pour me faire croire que je suis marginale et originale à l'intérieur de ce cadre-là, peut-être. Oui. Mais il y a quelque chose qui me plaît bien, de prendre des codes qu'on connaît tous et de jouer avec. Je suis plus de ce type d'original-là. Mais je pense, la majeure partie de mon temps, moi, ce que je fais dans la vie, c'est pondre des questions. C'est juste ça. Bien, ça, souvent, moi, je payais à la question. C'est ça, mais c'est ça qu'on fait. Oui, c'est vrai. Puis on est nombreux à poser des questions, puis les questions, c'est quoi la limite d'élasticité de comment on peut poser des questions différentes? Pour moi, c'est infini. J'ai beaucoup de difficultés à aller dans les mêmes thèmes, dans les mêmes... Il y en a qui ont des canevas, puis c'est leur signature d'entrevue, puis qui arrivent à... Moi, j'ai vraiment... Tu réinventes à chaque fois? Bien, j'essaie. C'est sûr que c'est pas... Quand tu prépares une entrevue avec quelqu'un qui est, par exemple, là, depuis des années, que tout le monde a interviewé sur son dernier film, son dernier disque ou son dernier essai, par quel bout tu le prends pour dire... Moi, je prépare toujours ma première question, elle est toujours très préparée pour qu'on rentre par là. Mais toi, est-ce que tu Moi, toutes mes questions sont préparées. Oui. Moi, j'ai un cadre, un scénario. Je me fais vraiment un scénario. Je me raconte une histoire. J'ai envie qu'on raconte une histoire ensemble. Mais aussitôt qu'il y a une branche qui m'amène ailleurs, je plonge là-dedans, puis je peux complètement perdre mon plan. Mais c'est sûr que dans ma tête, j'ai besoin d'être hyper trop préparée. Mes équipes me disent tout le temps, travaille moins, prépare-en moins. Moi, ça fait partie de ma signature. Je trouve que c'est pas la même chose quand on a... Quand on apprend en même temps que tout le monde. Oui, puis mais quand on a plein d'informations dans une phrase aussi qui nous permet d'aller chercher quelque chose de précis, qui nous permet de... Je sais pas, mais je travaille vraiment toutes mes questions. Et moi, une entrevue, par exemple, où il y a, je sais pas, une douzaine de questions, moi, je peux retravailler chacune des questions en changeant un mot, un synonyme, une virgule, une intonation. Je fais ça là, comme de la dentelle, comme de l'orfèvrerie. Ça rend les gens fous autour de moi. Mais ouverte. Si la personne t'amène sur une voie, c'est ça. Parce que souvent, les gens disent, pour être à la radio, pour être à la télévision, et mon Dieu, il faut que tu parles bien. Il faut que tu sois quelqu'un qui parle bien. Ma réponse, moi, c'est toujours de dire, non, il faut bien écouter avant de bien parler. Parce que l'information, elle est dans la personne qui est devant nous. Absolument. Puis ça se pourrait qu'on aille ailleurs. Bien, la plupart du temps, je dirais même qu'on va ailleurs. Parce qu'il y a des... Quand on est des êtres curieux, chaque chose qui nous est amenée amène une nouvelle curiosité. On a beau penser qu'on connaît la personne ou qu'on connaît ce dont la personne vient nous parler, mais on connaît rien des gens qui sont devant nous vraiment. Les gens ont des histoires hyper riches. Les gens adorent parler d'eux-mêmes ou adorent parler de leur secteur, de leur domaine. Maintenant, à cause de l'émission que je fais à la radio le matin, je fais presque plus culturel. Non, ou en tout cas, c'est beaucoup de société, mais je ferais des prix Nobel en sciences, je fais des médecins, je fais des gens qui travaillent à la NASA, je fais des botanistes. Alors, pour moi, tout est matière à curiosité et à nouvelles découvertes. Donc, j'ai un plan très précis que j'adore ne pas avoir à suivre. D'ailleurs, c'est très, très rare. Même des fois, ça arrive que l'intonation d'une personne dans le bonjour va m'amener complètement... Ah, déjà? Ah oui, absolument. Puis souvent, je demande, quand je fais des gens qui sont à l'étranger, par exemple, je leur demande « Bonjour, alors vous êtes présentement à Tokyo. Si vous ouvrez la fenêtre, vous voyez quoi? Puis ça m'arrive souvent, on part pendant 2-3 minutes, là, tout d'un coup, juste parce que la personne... Et puis ça dépend. Des fois, je vois que la personne n'est pas... ou est particulièrement de bonne humeur, ou est pas. Ou des fois, je demande à la personne qui va lui parler au téléphone, peux-tu lui demander qu'est-ce qu'elle faisait juste avant? Si elle sort de son jardinage ou si elle avait son enfant qui est à côté... ou elle s'est enfermée dans la salle de bain, comme ça m'est arrivé avec Camille Cotin, d'appeler mon agent parce que elle était avec ses enfants. Puis là, mais qu'est-ce que vous faites? Puis là, je me rends compte finalement qu'elle s'est enfermée dans la toilette parce que 3 secondes avant l'entrevue, les enfants criaient dans la maison. Puis c'était comme... Alors, j'ai fait mon début d'entrevue là-dessus, mais j'aurais jamais su. Puis ça nous a amené complètement il faut être très rapide, il faut saisir. Mais c'est l'écoute, oui, des oreilles, mais c'est l'écoute de tout. C'est d'être une éponge au moindre petit indice. Parce que nous, on a juste à cueillir, en fait. On a juste à cueillir toute la sève, la rosée, le pollen qui sort de la personne qui est devant nous. Et là, évidemment, avec la pandémie, avec ce qu'on vit, bien, on n'a pas la personne devant soi. Alors,
c'est comme si tous les sens étaient en éveil à partir du moment où le micro est ouvert. C'est formidable. D'ailleurs, il y a une première question qui est apparue à l'écran, qui vient disparaître, mais il y a quelqu'un qui vient poser la question. Est-ce que ça t'a servi, tes études ici, à l'UQAM? Parce qu'on est à l'UQAM. Oui, oui, absolument. Ça m'a servi, premièrement, parce que les professeurs que j'avais travaillaient dans le milieu. Donc ça, déjà, il y avait un contact de comment est la réalité quand on a un professeur qui débarque du devoir puis qui vient nous enseigner un cours. Alors, évidemment, nous, on boit ses paroles parce qu'il est sur le terrain. Ça ne veut pas dire qu'on ne remet pas en question qu'est-ce qu'il dit puis comment il fait les choses. Il y a toujours une question Surtout c'est dit, c'est comme ça parce que c'est comme oui, ça. Mais il peut y avoir un gap générationnel. Aussi, on arrive ici, on a 20 ans, on a l'impression qu'on est les premiers à découvrir comment va se faire le journalisme à partir de maintenant. Mais c'est sûr que ça, c'était fascinant là, de pouvoir avoir vraiment une fenêtre ouverte sur plein de milieux. Je faisais de la radio pendant que j'étais ici, même si j'étais en journalisme. Donc ça m'a servi. Puis c'est beaucoup la raison pour laquelle j'avais choisi l'UQAM par rapport à d'autres universités, c'est qu'on m'avait dit, c'est beaucoup de terrain. On est très dans le pratico-pratique. On a aussi des théories, des théoriciens que j'ai lus, dont je me sers encore aujourd'hui. Edgar Morin, Marshall McLuhan, il y a des choses la méthodologie aussi, par exemple, parce que ça en prend énormément pour faire ce métier-là. Peut-être qu'il y a des gens qui sont doués puis qui ont tout de façon instinctive. Moi, j'ai l'impression que je dois... Tu as des références, tu as besoin de références. J'ai besoin de références, j'ai besoin d'intellectualiser la chose avant d'être dans le senti avec quoi je me sers pour faire les entrevues, pour faire mes rencontres. Mais il y a plein de choses qui m'ont servi ici, absolument. Puis l'endroit où on est aussi, de voir la vie de ce quartier-ci, autour aussi, moi, j'habitais pas loin, mais il y a quelque chose aussi d'être dans une université en pleine ville, dans un quartier changeant, dans un quartier qui a des grands enjeux. On est vraiment dans une réalité. On est dans vraiment en journalisme. Probablement que le fait d'être en journalisme et de voir ça, de voir les sujets oui, tout à fait. Tout très, ça, très fort probablement aussi. Et puis, il y a Claudie Simard qui demande, premier emploi, les premiers emplois, c'était quoi? Relié à la communication. À moins qu'il y en ait un premier avant qu'il soit un scoop il y en a plein de points intéressants. Là. Mais moi, j'ai commencé, c'est drôle parce qu'on en parlait avant de commencer ça. Moi, j'ai commencé à faire de la radio. Parce que moi, la télévision, c'était jamais dans mes plans. Alors, il faut que les gens sachent ça. Je voulais absolument pas faire ce que mon père faisait. Je voulais écrire dans le devoir. Bon, échec monumental. Mais avant ça, je voulais être photo-reporter de guerre quand j'avais 14-15 ans. Quelque chose de romantique là-dedans, je ne sais pas trop. Mais j'ai commencé à faire de la radio communautaire, une radio à Montréal qui s'appelle 5 FM, qui est une radio multiculturelle. Donc, j'ai commencé là. Il y a quelqu'un qui était en maîtrise, je pense que c'est à l'UQAM, dont son projet de maîtrise était de monter une émission de radio pour les jeunes. Ça s'appelait Détournement mineur. Et elle avait mis des jeunes ensemble de 14-15 ans pour faire une émission une fois par semaine. Donc, j'ai commencé comme ça. Après ça, je suis restée à 5 FM pendant longtemps. J'ai fait une émission sur l'Afrique du Sud, j'en ai fait d'autres. Donc, mon premier, c'était pas un emploi parce que je n'étais pas rémunérée, mais mes premiers pieds dans le milieu des communications, c'était ça. Après ça, j'ai écrit dans le campus de l'UQAM. Et d'ailleurs, je me suis servie d'où on était dans le village gay pour faire une enquête sur... Il y avait eu des disparitions d'hommes gays. Il y en avait eu plusieurs sur quelques années. Et j'avais fait une espèce d'enquête là-dessus pour voir ce qui... Pour moi, c'était du gay bashing qu'on disait à l'époque, mais pour la police, c'était pas si clair. Donc, je me suis servi de l'environnement d'où était l'université pour faire ça. Mais mon premier emploi, alors je m'en rappelle très bien, je suis à l'université, on est en fin de bac, j'avais mon bac fini au mois de mars-avril. Et dans le journal de la presse, Louise Cousineau, qui était une critique télé... Hyper connue à l'époque. Hyper. Elle vous a appuyé le beau temps. Exactement. Donc, elle dit, Radio-Québec, ça s'appelait Radio-Québec à l'époque, cherche une version estivale d'une émission de service qui s'appelait Téléservice, animée par Gérard-Marie Boivin. Gérard-Marie Boivin, oui. Exact. Donc là, il cherchait une émission estivale. Donc là, on cherche entre 22 et 33 ans. Et là, je décide d'appliquer pour ça. Et là, grosse angoisse, je prépare une chronique. Et là, j'arrive en audition. Et la première chose que je dis, c'est, écoute, de l'arrogance. Si je suis ici parce que mon père, c'est Winston McQuaid, je vais quitter immédiatement. Fait que là, évidemment, le taureau est là, je prends ses cornes. Alors, eux, évidemment, ils ont fait, OK, c'est qui cette bébite-là, on va en savoir plus. Donc, j'ai décroché
j'avais commencé un stage à la radio en affaires publiques à Radio-Canada avec Jacques Larue-Langlois, avec qui je faisais de la radio ici à l'époque. Et là, j'ai quitté mon stage en affaires publiques pour aller faire donc cette émission à Radio-Québec qui s'appelait Service compris. Donc, ça a été mon premier job d'été. Donc, c'était une émission estivale pendant quelques mois. Puis après ça, bien, je présume que le milieu avait besoin de chair fraîche. Et à partir de ce moment-là, je n'ai jamais arrêté de travailler. J'ai arrêté une fois de travailler quand j'ai eu mon accident pendant 5 mois. J'ai été la fille la plus chanceuse du monde de ne jamais avoir à prendre le téléphone puis à appeler. Mais ça, si on revient à l'originalité, ça fait ça, l'originalité. C'est sûr que si tu te démarques, si tout est pareil, puis tout d'un coup, toi, si tu te démarques, si tu es travaillante, pour moi, là, si tu n'es pas travaillante, on ne va pas te rappeler. Si tu te démarques, oui, mais il faut que tu te démarques. Pour les bonnes raisons? Bien, de la bonne façon, pour les bonnes raisons. Est-ce que les bonnes raisons aujourd'hui ou demain sont les mêmes qu'avant? Parce qu'il y a des choses qui changent. Mais moi, il y a des gens qui m'écrivent beaucoup là, pour savoir comment je peux faire, mais je suis au cégep ou je suis au secondaire, puis je veux savoir où je m'en vais. J'hésite entre m'inscrire dans une école de jeu ou m'en aller en télévision. Mais là, je fais, attends, c'est 2 choses. Tu veux être comédienne ou tu veux animatrice ou journaliste ou chroniqueur? Puis est-ce que tu veux faire de la communication pour communiquer? Parce que moi, j'ai été chroniqueur pendant 15 ans avant de devenir animatrice, mais mon but, c'était jamais animatrice. Chroniqueur, pour moi, c'était un métier. Je n'étais pas seconde ou je n'étais pas... Il y a des gens qui commencent puis qui veulent tout de suite devenir animateur, animatrice. En fait, je veux être connue, je veux être célèbre ou je veux être en avant, oui. Il y a de ça, il y a ce mirage-là qui est fort. Il devait aussi avoir ça à l'époque, mais les plateformes étaient moins nombreuses pour le faire. Puis bon, aujourd'hui, il y a plusieurs moyens d'avoir sa face à l'écran ou d'avoir sa voix dans un micro. Donc, je ne sais pas, les raisons sont sûrement multiples et différentes aujourd'hui. J'ai dit qu'on ferait AOC, donc je vais parler d'audace aussi, de l'idée d'oser. Parce que pour oser, il faut avoir du cran, il faut avoir une certaine assurance. Puis, ce que tu décris comme fille, c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup se documenter avant, d'être d'être blindé quand tu arrives en entrevue. Est-ce que tu as ce côté-là? Oser, te lancer, faire fi des vertiges qu'il y aurait pour dire j'y vais. Il y en a des vertiges. Hein? Mais honnêtement, j'ai refusé plein d'émissions dans ma carrière parce qu'il n'y en avait pas de vertige, parce que je l'avais déjà fait, parce que j'avais l'impression que ça ne m'approcherait rien. Moi, j'ai eu des gros contrats, des gros mandats dans la vie là, qui me faisaient extrêmement peur, mais qui étaient un moteur pour moi. Donc, pour moi, quelque chose d'audacieux de me lancer à chaque fois. C'est sûr que l'audace, peut-être pour moi, est plus visible qu'elle est perceptible dans la mesure où mon audace passe par mes cheveux, mes tatouages, mes vêtements, peut-être aussi la façon dont je m'exprime, très colorée, too much pour certains. En fait, je pense que c'est comme aussi beaucoup l'audace d'être soi-même. Quand tu dis ça prend de la force, ça prend du cran, moi, je vois pas ça comme ça. Je nie pas que ça prend ça, mais moi, ma perception, c'est que pour moi, les choses, c'est pas possible pour moi d'être autrement. C'est pas possible pour moi de me mettre un masque, de me modeler. D'accord. Comme une comédienne, par exemple, pourrait le faire, ou comme... C'est là que tu fais la ligne entre je veux être comédienne, je veux être journaliste ou animatrice. Pour toi, c'est pas du tout la même chose. Parce que toi, t'es toi. Puis moi, je suis moi, puis il faut que je sois dans un contexte où je peux être moi, parce que sinon, les ailes coupées, je vais arriver à rien, je vais pas servir l'émission, je vais pas servir les gens qui sont devant moi. Donc, c'est comme... L'audace, c'est vraiment l'audace d'être soi-même et de faire un peu... ça. Vous le prenez ou vous le prenez pas. C'est-à-dire qu'il faut à la fois être très conciliante puis être à la fois... Mais je peux pas dire que j'ai été docile, je peux pas dire que j'ai été modelable beaucoup dans ma carrière. Pour moi, cette audace-là, c'est vraiment d'oser être soi et d'oser se tromper et d'oser prendre des pistes et de se casser la gueule en ondes. Tu sais, moi, j'ai fait beaucoup de directs dans ma carrière et c'est fabuleux pour l'ego. Vraiment déjà casser la gueule en ondes? Est-ce que c'est déjà arrivé? Gardes-tu des traumatismes ou des blessures? On va parler d'autres blessures peut-être, mais de blessures professionnelles comme celle-là? Des blessures professionnelles, non, mais une espèce de... Parce que je fais beaucoup de lapsus, c'est de famille. Mon père en fait beaucoup. Je me trompe beaucoup dans les noms et les gens, s'ils ont envie de voir là un manque de connaissances ou un manque de préparation, ils peuvent. Ah, d'accord. Donc, moi, je préfère une spontanéité et me tromper, mais être dans l'authenticité et dans la vulnérabilité face à l'autre, qu'à être parfaite, mais pas donner la véritable part de moi-même. Okay. C'est Suzanne Lévesque qui m'avait dit ça à un moment donné. Radio-Canada était partie me faire coacher
parce qu'il y avait quelque chose que j'arrivais pas à abandonner dans la première année du talk show que j'ai fait à la télé. Il y avait quelque chose, j'arrivais pas à oser être moi-même. Puis pour moi, je passais très, très proche de l'échec parce que les gens n'ont pas du tout adhéré à... Je suivais France Baudouin. Quand je suis arrivée après... Les échangistes, là. Non, avant les échangistes. Avant, OK. Donc, Bon baiser de France termine. Moi, j'ai eu mon accident. J'ai quitté TVA. Ça fait 5 mois que je fais rien. Radio-Canada m'approche, m'offre ça alors que j'ai jamais rêvé d'un talk show. Et là Radio-Canada, l'équipe n'a pas envie de travailler avec moi. Ils ont l'impression que je suis une tranchefuge de TVA et l'impression aussi que mes boss sont en train de jouer sur cet aspect de « elle a eu un accident, enfant chéri, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne mérite pas vraiment d'être là. » Donc, il y avait beaucoup d'adversité. Est-ce que j'avais accepté pour les bonnes raisons? Est-ce que j'ai pas accepté pour nourrir mon ego, un talk show avec mon nom, tout ça? Ah oui. Et j'ai vraiment failli me péter la gueule. Juste pour te dire, première entrevue en direct, Diane Dufresne, premier soir en direct. Il y a 200 000 personnes qui sont parties dans les 20 premières minutes de l'émission. 200 000 personnes, c'est 10 centres belles. Mettons, tu es dans un groupe, tu es rendu à la 3e chanson, puis le centre belle vient de se vider 10 fois. C'est comme... Ouais, tu sais, c'est ça, c'est les trucs... Tu savais en direct? Tu avais cette information-là? Ah non, moi, je pensais que tout allait bien. C'était une formidable entrevue. Mais c'était pas ça qui se passait du tout. Fait que oui, mais je préfère avoir vécu ça dans la vulnérabilité. On vit tout un moment ensemble. Je pense que ça crée un rapport avec le public, en tout cas, qui m'a jamais tenu rigueur de mes échecs ou de mes erreurs ou de mes... Je préfère nettement la spontanéité et l'erreur à une rigidité, mais une perfection. Là, ça fait 2-3 fois que tu dis le mot « abandon ». Puis moi, je vais lier, pour cette conversation, le mot « abandon » à ton accident. On va dire dans la lettre A. Accident égale abandon. Parce que oui, tu as eu un gros accident d'auto, très blessé. T'aurais dû y passer. Oui, j'aurais dû, oui, absolument. Mais c'est un moment charnière, non seulement dans ta vie personnelle, mais dans ta vie professionnelle, pour ton attitude. Ah, c'est incroyable. Quand j'ai perdu la maîtrise de mon véhicule, puis c'est vraiment abandon, je ne sais pas si c'est là que tu voulais aller, mais quand j'ai perdu la maîtrise de mon véhicule, dans ma tête à moi, c'était la fin de ma vie. Puis c'est très rare qu'on a la possibilité, je dirais même la chance, de savoir comment on va être dans ce moment-là face à la mort. On peut l'être si on a une maladie qui s'étire, mais de savoir au moment que tu vas mourir, soit tu meurs ou... C'est très rare, en tout cas. Oui. Et on ne sait pas comment... Et j'aurais jamais pu savoir. Et j'ai complètement lâché le volant. J'ai fermé les yeux et je me suis abandonnée à la mort, carrément. Je me suis abandonnée. J'ai dit... J'ai vécu 1000 vies en une. J'ai voyagé, j'ai aimé, j'ai mangé, Mais c'est fou tout ce qui me passe à travers, pendant que la voiture fait des tonneaux, tout ça. J'étais prête, sereine. Puis parce que j'ai été abandonnée, je pense que j'étais molle, abandonnée. Et on le sait, les gens qui sont, je ne l'étais pas, mais les gens qui sont sous quand il y a des accidents de voiture parce qu'ils ne sont pas en résistance, cassent moins. Donc ça a été un premier contact avec un abandon et être prêt à totalement se remettre entre les mains de quelque chose qu'on ne contrôle pas, alors que moi, je suis quelqu'un qui aime plutôt le contrôle dans la vie. Et là, à partir de là, ça a été une suite d'abandon, c'est-à-dire la vulnérabilité, quand il y a quelqu'un qui te lave puis qui te nourrit. Puis, tu sais, là, on est dans un abandon, il n'y a plus de pudeur, il n'y a plus d'orgueil, il n'y a plus rien. Moi, je ne demandais jamais de l'aide. Encore, j'ai de la misère, je ne demandais jamais de l'aide dans la vie. Je m'organisais toute seule. Donc, ça a été comme un début un paquet d'affaires qui ont fait que, oui, et professionnellement, donc, j'accorde pas d'entrevue pendant 1 an sur ce qui est arrivé. Je voulais pas capitaliser là-dessus, ça m'intéressait pas. C'était un moment tellement intime, ça m'appartenait. Mais au bout d'1 an, José Lito me demande de faire une entrevue avec lui dans son train. Donc j'ai eu le temps de réfléchir pendant 1 an. J'exprime un paquet d'affaires que les gens sont curieux d'entendre. Et là, les boss de Radio-Canada voient cette entrevue-là. France Baudouin quitte Radio-Canada. Dans cette foulée-là, à cause de cette entrevue qu'ils ont vue, ils se sont dit, OK, c'est cette sensibilité-là qu'on veut, cette femme-là, elle nous ressemble, on partage des valeurs, whatever, qui m'ont offert l'émission. Alors, sans accident. Puis moi, ce que je savais pas, c'est que juste avant l'accident, les codes d'écoute à Salut Bonjour Week-end que j'animais, bien, n'étaient peut-être pas si fabuleuses que ça, puis j'allais perdre ma job, mais je savais pas. Alors, quand je suis revenue, les codes d'écoute ont explosé, la popularité est revenue, mais moi, ce travail-là ne me convenait plus parce que j'avais plus envie de me lever à 2 heures du matin, parce que
J'avais envie d'aller vers d'autres valeurs professionnelles. Donc, j'ai quitté sans savoir du tout ce que j'allais faire, ce que j'ai souvent fait dans ma carrière aussi. Ça, c'est une autre audace aussi, quitter quand on oser partir quand on quit while you're ahead, comme ils disent. Ouais. Oser partir. Quand on ne se reconnaît plus. Puis, alors voilà, tout ça a fait en sorte qu'aujourd'hui, je me retrouve où je suis. Et ça, c'est sûr que sans l'accident, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Il y a quelqu'un, et c'est vraiment un aparté, mais c'est parce que je vois la question et elle m'intrigue. Il y a Jonathan Cloutier qui veut savoir si tes tatouages ont été un frein pour certains emplois. Ah, c'est drôle. On m'a déjà, pour une publicité, j'animais le gala Célébration à TVA. Oui. Et on m'a déjà photoshopé le tatouage pour une photo et j'ai détesté ça pour mourir. J'imagine que tu l'as fait savoir. On m'a... Ben non, parce qu'il était... Okay. Je sais pas... Je me rappelle pas trop qu'est-ce qui s'était passé. Je suis pas du genre à m'exprimer tant que ça dans ma colère. Puis on veut jamais passer pour quelqu'un de compliqué, puis quelqu'un de diva, puis ci, puis ça. Fait que non, probablement que j'ai rien dit, mais j'étais hors de moi. Et quand on fait des galas corporatifs, par exemple, pour des compagnies, les compagnies ont tendance à penser qu'on leur appartient à partir du moment où on est engagé par eux. Puis ils n'ont pas tout à fait tort, mais ils n'ont pas tout à fait raison. Et des fois, on me demande, est-ce que tu veux couvrir ton tatouage? Est-ce que si ça? Puis, c'est non. Si ça ne vous convient pas, on va engager quelqu'un. C'est pas immense, là? C'est pas comme si tu avais la... c'est parce que j'en ai un sur l'épaule qui est quand même assez... mais on est dans une autre époque. Aujourd'hui, on ne connaît pas presque personne qui n'est pas tatoué. Mais un frein, non. Peut-être même au contraire. Je ne sais pas. Peut-être que ça fait partie accélérateur. Ou en tout cas, ça fait partie de je sais pas, de ma personnalité. Puis on prend tout ou on prend rien, là, tu sais, ça... Oui, parce que toi, en tout cas, dans la façon dont tu pratiques le métier, la personnalité est importante. La spontanéité, ta personnalité est la couleur, importante. Parce qu'on est beaucoup à faire ce métier-là, puis à animer des quand j'étais plus peut-être dans des trucs grand public, on est beaucoup. Fait que c'est sûr qu'il faut qu'on arrive à se démarquer rapidement. Là. Puis se démarquer, tout d'un coup, sortir du lot, être original, avoir l'audace, ça c'est bien, mais il faut durer. C'est là que le C, mon AOC, c'est la constance. Absolument. Et ça, c'est le défi maintenant, parce que faut pas se ça, c'est le défi, mais c'est le privilège. Je sais pas si c'est un défi, parce que je sais pas si c'est quelque chose qu'on peut relever par sa seule volonté. J'ai pas l'impression... Je pense pas qu'on décide de durer ou pas. Effectivement, c'est pas toi qui décides. C'est les codes d'écoute, c'est les codes d'écoute, c'est la polyvalence. Il y a une chose que l'UQAM, tout à l'heure, on posait la question, des choses que j'ai appris, c'est la polyvalence. C'est-à-dire que moi, quand j'étais à l'UQAM, j'ai appris à faire de la radio, à écrire, à manipuler une caméra, à faire du montage, à écrire un scénario. Alors là, après ça, c'est-à-dire que s'il y a une partie du métier, du secteur des communications qui veut plus de toi, bien moi, je suis allée écrire pour TV Hebdo puis Clin d'œil à un moment donné quand on voulait plus de moi à la télévision. Puis à un moment donné, je suis allée faire des émissions pour 14 000 personnes à TV5, des émissions culturelles. Je tiens pas à faire des émissions à 1 million de codes d'écoute. Je tiens pas à faire des trucs grand public. J'adore les trucs qui sont hyper pointus. J'ai été un peu catapultée dans le très grand public, puis j'ai adoré ça parce que ça me permettait de parler de théâtre expérimental à Salut Bonjour. À Salut Bonjour! Ça me permettait aussi de jouer avec ce carré de sable-là. Mais c'est sûr que être polyvalent, ça ouvre beaucoup de portes, puis ça permet de durer parce que ça permet d'avoir un plan A, B ou C. Puis je pense que rester très, très, très connecté sur le monde dans lequel on est, être toujours dans la modernité, être toujours à l'affût, être en apprentissage constamment. Moi, la raison pour laquelle j'ai accepté le contrat à la radio de Radio-Canada plutôt qu'une quotidienne qu'on m'offrait à la télévision, c'était ça. C'est parce que je savais que j'allais apprendre, premièrement, sur mon métier. Moi, j'ai fait de la formation l'année passée en radio. C'est une autre affaire. C'est une autre affaire complètement. Alors, moi, Mais c'est une école permanente, par exemple. Puis j'avais envie d'être dans cette humilité-là, d'être en apprentissage, pas dans la position de celle qui doit tout connaître, dans la position de celle qui doit tout apprendre. Fait que c'est une position qui est vraiment formidable, mais qui me permet d'évoluer. Donc, pour moi, à chaque fois que je fais quelque chose de nouveau et qui est au-delà de mes capacités que je crois, bien, j'acquéris des nouveaux outils. Puis là, ça permet à quelqu'un d'autre, dans 5 ans, de faire « OK, on ne l'avait pas vu là-dedans. » Comme quand j'ai fait du documentaire il y a 2 ans. « Ah, OK, tout d'un coup, on la voit dans un sujet de société. Ah, OK, là, ça veut dire qu'on pourrait la voir dans une émission comme à la radio. Puis là, parce que je fais une émission comme à la radio, bien, qui sait dans 5 ans ou dans 10 ans où les gens me verront. Savoir, est-ce que tu as déjà fait face à un refus? C'est Maya Bon qui écrit dans ta carrière. Est-ce que on t'a déjà dit non? Pour une émission, pour des trucs? Bien, on a déjà... Moi, j'ai créé une émission il y a 10 ans qui s'appelait Ici et maintenant.
on avait vendu... C'était mon concept, j'étais productrice au contenu. On avait vendu 12 épisodes. On en a fait 8 parce que c'était mauvais. C'est le samedi soir, le public n'était pas au rendez-vous. On m'a dit non. On m'a dit non, ce que vous nous présentez, ce que tu nous as présenté, c'est pas bon, ton idée n'est pas bonne, c'est pas bien fait. Non, out, merci, bonsoir. Donc oui, on m'a dit non. J'ai perdu des jobs à la radio. À un moment donné, je travaillais à CKMF sur l'émission de Stéphane Laporte le matin. Je pense que j'ai fait 4 semaines. À un moment donné, on m'a dit non. Mais comment tu gères ça? Est-ce que tu le vois comme un rejet, comme un refus? Moi, j'ai jamais voulu faire ça dans la vie. Fait que c'est comme si chaque nouvelle affaire qu'on me donnait, c'est comme un sursis. Je suis comme en sursis, en quelque sorte. Là, on m'enlèverait l'émission de radio. Je serais vraiment super malheureuse. Je serais plus malheureuse que si on m'avait enlevé toutes les autres émissions que j'ai eues, je pense. Je suis pas mal sûre. Mais c'est pas parce que c'est ton dernier bébé que tu l'aimes plus? Ah, non, c'est parce que... Tu les aimes pas toutes pareilles, donc? Non, je ne dis pas toutes les pareilles. Il y en a que j'ai trouvé très difficiles à faire, qui étaient loin de ma personnalité. J'allais quand même chercher des choses qui me nourrissaient, mais il fallait que je creuse plus loin pour aller chercher des choses qui me nourrissaient. Je me suis posé la question de la pertinence d'une émission ou de moi dans cette émission-là. Souvent, là, il y a quelque chose qui est comme en ligne avec mes valeurs, mes désirs de citoyenne. Là, je serais d'une grande tristesse. En même temps, il y a quelque chose de confortable, le cocon donc, que tu décris, il a l'air très confortable. Et ça, le confort, c'est presque dangereux. C'est-à-dire être trop confortable dans son cocon. Est-ce que tu as peur de... Mais je suis pas confortable! Parce qu'à chaque fois... Je suis bien, je suis immensément comblée et je suis en plénitude, mais confortable, jamais. Jamais, 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 jamais je suis confortable dans... Mais c'est vrai qu'on peut être plus confortable. Moi, j'ai vécu du trac. Tu sais c'est quoi? Oui, je connais terrible. Oui. Terrible. J'ai pensé arrêter. J'ai vécu du trac terrible. C'est la première fois de ma carrière que je ne vis pas de trac. Je vis d'autres remous, mais c'est pas du trac. C'est pas du trac. Quelque chose dans le dépouillement, il y a quelque chose de ne pas avoir à me montrer, il y a quelque chose dans la connexion, dans l'humilité, la position d'humilité dans laquelle je suis tous les jours qui me ramène à quelque chose de bien, bien essentiel. C'est peut-être 50 ans aussi. Je sais pas, là. Il y a peut-être ça aussi là, qui fait qu'à 50 ans, là, je suis comme à bonne place, je suis pleine de gratitude. Mais le confort, jamais. Je suis désolée. Pas t'amener là. Il y a un spectateur anonyme qui a posé une question que j'ai vue passer sur la différence pour une animatrice de quelqu'un qui arrive modelé du monde des communications de quelqu'un qui arriverait d'un monde spécialisé comme les sciences politiques, comme l'économie, comme les arts. Mais ça, c'est deux choses, oui. Mais on s'en parlait aussi parce qu'on s'est beaucoup parlé avant. Ah oui? On se parlait de ça. C'est-à-dire que... Puis je disais même, tu sais, moi, quand les gens m'écrivent comment commencer, je leur dis, va en sociologie, va en philosophie, va te nourrir de contenu quelconque. Oui. Et après ça, apprendre... Je dis pas que dans la communication, il n'y a pas de contenu. Là. Il y en a du contenu. Mais pour moi, on a besoin de gens qui viennent d'autres horizons pour être... Ça fait partie de la diversité dans la communication. La façon dont moi, j'ai appris à communiquer est loin d'être la seule façon de communiquer. Je veux dire, plus on a un bagage riche qui est différent, plus on va avoir une... Parce que nous, ce qu'on fait, dans le fond, c'est qu'on est face à un sujet, face à une situation, face à une société, on a notre highlighter, puis ce qui fait la différence entre un animateur ou un autre, c'est qu'on ne va pas surligner les mêmes choses. Dans ce qu'on voit dans la rue, c'est pas la même chose qui attire notre regard. Donc, plus on a des gens qui viennent d'horizons puis qui ont des expériences différentes, plus les sensibilités puis la matière première avec laquelle on va entrer en contact avec les gens va être différente. Donc, puis moi, je cherche des gens. Quand je rentre dans une équipe de recherchistes, là, moi, je veux toujours quelqu'un qui est soit néophyte ou qui n'est pas dans le moule, parce que des moules, c'est difficile à casser. Ça peut être très le fun, puis ça en prend, mais ça prend aussi des gens qui, à un moment donné, font... Ben, moi, je ne comprends pas pourquoi vous faites les choses comme ça depuis 15 ans à Radio-Canada. Moi, je ferais ça comme ça, ce serait bien mieux. Puis je suis comme, si on peut le faire... Allons-y. Donc, on a besoin de gens pour casser les moules parce que... Et tu parles de highlighter, là, de ces crayons de couleur. Moi, regarde, je suis encore avec des papiers. Pour moi, j'y comprends, puis j'ai un vert, un jaune, un bleu, et mes entrevues sont construites en vert, jaune, bleu. C'est nos filtres à travers lesquels on voit les choses, absolument. Mais ça, c'est l'ancienne technologie, parce que je suis une très vieille personne qui arrive d'une très vieille époque. Tu es une moins vieille personne qui arrive d'une moins vieille époque. Beaucoup de gens qui nous écoutent sont de cette époque-ci et de la prochaine. Les nouvelles technologies, puis j'ai vu une question passer là-dessus, les nouvelles technologies, les nouveaux médias, tout ça, c'est une menace, c'est des alliés, c'est une source de curiosité? C'est une bonne question.
Moi, je pense que c'est une bonne chose parce qu'on parlait de diversité puis on parlait de pluralité. Donc, ça permet... Je regardais, par exemple, les appendices qui font un retour là, sur Tout.tv demain. Ils font un retour sur Tout.tv, mais ils ne font pas de retour à la télévision. Ce serait terrible si on n'avait pas la plateforme sur laquelle ils pouvaient faire un retour. Parce qu'on n'aurait pas les appendices qui n'avaient pas fini, selon moi, de créer du contenu qui nous intéresse. Fait que je pense que la multitude et la multiplication des plateformes est une excellente chose. Malheureusement, qui dit multitude de plateformes dit des contenus qui finissent par un peu s'édulcorer puis un peu tous se ressembler. Pour moi, c'est une bonne chose. Mais moi, je suis quelqu'un qui aime être connecté sur 1000 univers différents en même temps. Je suis quelqu'un qui... Donc, pour moi, les réseaux sociaux, j'y suis depuis longtemps. Je les utilise. Tu as dû en faire quoi? Combien de publications que tu as faites depuis que tu es arrivée? Bien, juste une, là, Okay. parce qu'on s'est mis à jaser, puis ce contact-là est vachement plus intéressant. Mais c'est sûr que moi, c'est quelque chose avec lequel je travaille, mais l'utilité ou la raison, la première pour laquelle ça a été créé, il y a des grands dangers en ce moment là, qui sont là. Il y a une surdose, il y a un bruit ambiant tellement fort qu'on ne sait plus ce qui est important, que tout se vaut, que c'est plus difficile que c'était d'aller faire valoir ce qui vaut la peine. Bien, je pense que des sources fiables, je pense que des médias sûrs, je pense que le travail est plus grand pour nous. Oui. Archéologiquement, d'aller à pic et à pioche, Oui. choisir où on s'informe. Mais c'est une responsabilité dont on n'avait peut-être pas conscience avant, de s'auto-éduquer, de s'informer. Donc, oui, c'est plus dangereux. Mais je pense que ce qui est dangereux, c'est pas ces plateformes-là, c'est qu'on ne nous apprend pas à les utiliser assez encore à l'école. On commence des cours de numératie ou de littératie technologique, numérique. On commence avec ça. Nos instances juridiques, nos instances policières, nos instances politiques, là, tout d'un coup, ils viennent d'allumer parce qu'ils reçoivent des menaces depuis quelques années, alors qu'on sait que les menaces sur les réseaux sociaux, ça existe depuis longtemps. Là, on est en train de s'arrimer. C'est tous ces autres, et c'est ce qu'on laisse faire de ces plateformes-là. Nous, on est des clients, on est des usagers, on est le produit de ces plateformes-là. Donc, il y a comme une conscientisation, puis il y a une rupture aussi. Il y a quelque chose de générationnel qui fait que ça creuse un immense fossé. Le point de rupture sur les réseaux sociaux, je pense que c'est à partir de 55 ans, on maîtrise moins bien les codes, on comprend moins. Oui, c'est vrai. Et c'est pas un jugement, c'est pas de l'agisme que je fais, là, c'est vraiment... Nous, on est... Bien, même pas nous, j'ai 50 ans, je suis pas née là-dedans pantoute, mais il y a une différence entre ceux qui ont 60, 40, 20 puis 5 aujourd'hui, tu sais. Et on est à la prématernelle dans l'histoire de la communication sur ces enjeux-là. Donc, ça a pris combien de temps inventer l'écriture? Ça a pris combien de temps inventer le langage? Mais là, c'est exponentiel, la courbe de la rapidité de changement. Oui. Absolument. Mais oui, il y a des grands dangers, mais en même temps, il y a des grandes possibilités qui sont offertes grâce à ça. Une connexion sur le monde, je veux dire, incroyable. Il y a quelqu'un qui pose une question, spectateur anonyme. Bonjour, spectateur anonyme. Qui me pose une question qui relève quelque chose qu'on vit quand on fait ce métier-là, puis qu'on n'a pas le choix de faire, se voir et s'entendre. Arc, hein? C'est très, très difficile. Comment tu vis ça, toi? Est-ce que tu te réécoutes ou est-ce que tu te réécoutais au début pour t'améliorer? Je me réécoute quand j'ai l'impression que ça a super mal été. Puis je veux comprendre pourquoi. Je me rends compte que c'était moins pire. Puis des fois, il y a des trucs que j'ai l'impression que c'était génial, puis je réécoute, puis je fais comme, mon Dieu, c'était pas génial pantoute. Puis on est tous comme ça, ma réalisatrice dirait la même chose. Puis c'est sûr que notre métier, c'est essayer le plus possible d'être à la fois à l'intérieur de la bulle qu'on crée et à la fois à l'extérieur de la bulle. Et pour ça, il y a une entrevue que j'ai faite avec Jean Leloup il y a 10 ans, qui je pense qui est rendu à 200-250 000 views sur YouTube, qui était un moment très étrange en direct, d'une très, très, très grande étrangeté avec lui et son équipe. Et je suis en direct. Et là, je dois mesurer à quel point l'élastique de l'étrangeté peut être étiré pour ne pas perdre les gens, mais à la fois continuer à mener une entrevue. Alors, il faut toujours qu'on soit en train de voir, est-ce que le public peut en prendre? Puis je pense que le public peut en prendre beaucoup plus qu'on pense. Donc, on peut se permettre de faire vivre des moments étranges, hors normes, pas bons. On peut aussi être pas bon. C'est pas vrai que dans une quotidienne, 2h30 par jour, on va être bon tout le temps. C'est impossible, là, je veux dire...
c'est impossible d'être bon tout le temps. Puis c'est pas nécessairement souhaitable d'être bon tout le temps parce que comment tu reconnais une super bonne entrevue, une super bonne émission d'une autre s'il y en a pas qui sont des mauvaises. Quelque part, il y a comme une espèce d'écosystème qui se tient. Mais je dirais que oui, il faut être capable de mesurer à la fois quand on est à l'intérieur, puis se voir, puis s'entendre. Bien, moi, la seule façon que j'ai trouvé ça, c'est de sortir mon ego, là, de dire on s'en fout comment tu sonnes, puis de quoi tu as l'air, puis on s'en fout que ta face est en train de tomber, puis on s'en fout que... À un moment donné, il faut qu'on s'en foute. Là. On peut pas passer beaucoup d'énergie sur ça pendant toute une carrière. C'est pas possible. On tombe dans une névrose sinon, puis ça nous coupe les ailes, puis c'est pas le fun, puis ça nous empêche d'être abandonnés. Tu sais, l'abandon, c'est aussi s'abandonner à la face qui tombe ou à... À la gravité. À la gravité. Puis moi, je me maquille plus en ondes à la radio, puis quand je fais des zooms, je suis en hang-out avec mes invités, puis je me vois constamment dans l'écran. Puis à un moment donné, il faut sortir de soi. C'est pas ça qui est important. Mais on pense pas ça à 20, puis à 30, puis même à 40. Je pensais pas ça. Moi, je pensais que ma carrière serait finie à 45 ans. Parce que je pensais que je serais trop vieille. Puis mais ça, c'est une histoire de femme aussi, parce que les hommes, ils durent dans les médias. Puis être grisonnant pour un homme, c'est un signe de crédibilité. Pour une femme, c'est assez différent. Mais effectivement, il faut apprendre à composer avec... Il faut apprendre à composer que quand on a une émission, on est accessoire à cette émission-là. On est un facilitateur, on est un lubrifiant entre les éléments. On est un élément du rouage. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Lubrifiant. Moi, je suis lubrifiant. Moi, je lubrifie. Moi, sais-tu, je dis que moi, je suis de la béchamel. Ah, ben c'est la même chose. Comme animatrice. Moi, je suis un liant dans une émission. Fait que moi, je suis la béchamel. Oui, tout à fait. Il y a une question de Marie-Joëlle Parent, qui est d'ailleurs la prochaine originale dans ces classes qu'on va vous présenter le 2 décembre prochain. Et Marie-Joëlle qui dit « Salut Pénélope, comment gères-tu les entrevues avec les gens qui t'intimident et ton entrevue la plus mémorable? » Oh, mon Dieu, ben, les Français m'intimident de façon générale. Je me dis, eux autres, ils me connaissent pas. D'un coup, que tous les autres sont gentils avec moi juste parce qu'ils me connaissent, puis qu'eux, ils voient ma vraie nature, puis qu'ils vont vraiment me trouver conne, puis qu'ils vont me le dire. Fait que je suis toujours intimidée parce que c'est toujours un petit peu le syndrome de l'imposteur, puis je veux pas faire pitié avec ça parce qu'après 25 ans, je pense je maîtrise mes affaires, là, et je ne serai pas de fausse modestie ici sur ce plan-là. Mais c'est vrai qu'avec les Français, on a toujours l'impression d'être un peu con. Puis les Français répondent toujours non, même s'ils disent... Ils vont exactement... pas du tout. J'en ai fait 2 cette semaine encore. Puis c'est pas du tout, mais non, mais tout d'un coup, 2 secondes après, il abonde exactement dans le sens. Fait que ça, c'est toujours un peu intimidant. J'ai fait la prix Nobel d'économie Esther Duflo. Mais c'est extraordinaire comme entrevue. Ah, bien, ça j'avoue, là, puis j'ai résisté mais c'est une entrevue extraordinaire. Mais je me ramène toujours à... Parce que les gens sont nerveux, eux, d'être là. Fait que je me dis tout le temps... Mais on est les deux, puis les gens ont tellement envie de parler d'eux et de parler de leur métier ou de parler de leur recherche ou de parler de leur truc que c'est ça qui est important, tu sais. Fait que les gens qui m'intimident, moi, je me rappelle toujours qu'eux aussi sont intimidés, puis s'ils ne sont pas sympathiques, je suis pas obligée de les trouver sympathiques et je suis pas obligée de poursuivre l'entrevue. On avait 17 minutes à la page de route. Si c'est pénible pour moi, il y a des bonnes chances que ce soit pénible pour les auditeurs, puis on va pas vivre ça tout le monde ensemble. Merci, bye, on va à la pause. Où on va amuser. C'est quelque chose que tu peux faire. Oui, mais on dirait que juste le fait de se donner la permission, on se rend jamais là. Mais on se donne cette permission-là, tu sais, parce que des gens désagréables, il y en a, mais les intimidants, ben moi, je trouve que c'est un privilège d'avoir devant soi des gens vachement plus brillants, qui ont vachement des expériences plus intéressantes, C'est un immense privilège d'être devant quelqu'un qui nous intimide parce que sa grandeur est immense. Puis c'est comme, wow, tu sais, il y a... Wow, c'est stimulant. C'est stimulant. Puis elle voulait savoir ton entrevue la plus mémorable. Tu as parlé de Jean Leloup. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette fois-là. Oui, Jean Leloup, c'était avec son ban. Là, il y avait eu beaucoup de consommation. Il y avait eu rechute de consommation et tout ça. Puis on est en direct. Puis là, ça fly high. Puis Jean Leloup est un grand philosophe aussi. Alors, ça flyait très high, puis voilà, en même temps, c'était un moment de télévision. Quand je suis sortie là, j'avais l'impression d'avoir été à spin dans une sécheuse pendant 20 minutes. Là, j'étais comme catastrophée, mais en même temps, je pense que les gens ont envie de vivre des moments de vérité, puis ça, c'est un moment de vérité, donc ça demeure, mais des mémorables, c'est parce qu'il y en a vraiment trop eu, là, je suis trop chanceuse, hein, il y en a eu beaucoup. On va terminer dans une minute ou à peu près, donc une question qui te projette peut-être un peu...
dans le futur, je comprends que l'émission que tu as en ce moment, Oui. Pénélope à la radio, sur ici Radio-Canada On comprend Première. aussi qu'elle terminera un jour, comme toute bonne chose. Un jour. C'est ça, je veux pas être prophète de mal. Je veux vraiment pas te faire de la peine. Mais non, ça va arriver. Mais on sait que Oui. les émissions... Oui. Ben, je dis ça, moi, j'ai mes années-lumière, ça fait 30 ans que c'est Oui, en mais ondes. moi non plus, je n'ai pas, Quelques j'ai pas Pénélope. tendance à rester Oui. longtemps. Ouais. Donc, la question, c'est après? Ouais, Comment après, je... Est-ce que tu vois? Est-ce non, que tu penses? j'ai Non? jamais C'est ça, hein? vu un plan de... J'ai jamais eu un plan de match. Jamais eu un plan de match. Ce qui ne veut pas dire que j'ai pas de l'ambition, puis j'ai pas de la drive, puis j'ai pas faim de certaines choses, mais un plan... Moi, j'ai aucune espèce d'idée. Faut dire que, tu sais, moi, je suis une petite économe, donc je me suis... mon père a fait faillite à quelques reprises, fait que moi, fait que moi j'ai ce coussin-là. J'ai un mini-loyer, j'ai pas de voiture, je m'organise pour pouvoir perdre ma job n'importe quand, sans que ça vire ma vie à l'envers. J'ai pas d'enfant, ça n'a pas rapport, je me suis pas arrangée pour avoir d'enfant, là, mais dans le sens que, tu sais, j'ai des responsabilités... limitée. Donc, je peux me retrouver à perdre ma job, puis à pas savoir, puis à fouiller, puis à chercher. Puis Ça donne une souplesse puis une liberté Puis incroyable. c'est surtout que j'ai pas besoin de ça pour exister. J'ai pas besoin d'être entendue à travers un micro ou une caméra pour me sentir exister. Donc, la perte de ça, pour moi, ça serait pas la perte de toi. De mon identité. Je perdrais des choses immenses que j'adore. Un rapport avec le public tous les jours dans la rue que j'adore. Une connaissance, mais que je passerais du temps à lire, je ferais d'autres choses. Mais si le métier ne veut plus de moi, je m'acharne, je ferais faire d'autres choses. Moi, je pense souvent revenir à l'université. Hein? Je pense souvent revenir à l'université, faire des études féministes. Souvent, je pense à ça, retourner à l'école, apprendre, mettre à profit mes aptitudes de communication. Pas enseigner. Dans du communautaire ou enseigner. J'ai tellement voulu enseigner. Fait que j'ai aucune espèce d'idée où je serai même dans un an. Ou deux, ou demain. Donc, à suivre. À suivre, ça, c'est la fin de reportage d'une entrevue la pire. Non, mais c'est vrai. Donc, à suivre. Dans ce cas-là, c'est vraiment vrai. C'est vrai. Pénélope, merci. Hey, c'était tellement agréable. On a cassé la glace. Très hâte d'entendre Marie-Joëlle Parent. Oui. Et Louise Richer aussi en janvier. C'est le fun d'être une animatrice. Ça me fait des liens. Tout est beau. Parfait. Parce que c'est tout pour Pénélope aujourd'hui avec cette classe de Pénélope. Mais le 2 décembre prochain, on remet ça avec Marie-Joëlle Parent qui, elle, a eu l'audace de commencer sa carrière en partant à l'étranger. Il arriverait ce qui arriverait, puis elle a décidé d'aller aux États-Unis, de travailler là. Elle travaille maintenant pour Pinterest là-bas. Sa vie est en Californie. Elle va nous expliquer tout ça à distance, bien sûr, mais on va avoir le même genre d'entretien avec elle. Et puis, le 27 janvier prochain, la classe des originaux, ce sera et des femmes qui font bouger les choses, parce que c'est le thème. C'est avec Louise Richer, qui est la fondatrice de l'École nationale de l'humour, qui a vraiment une feuille de route impressionnante. Forte, impressionnante. Ça tombe bien, moi, entre les deux, je fais une émission spéciale sur la science du rire. Oui? Alors, je vais arriver le 27 janvier, comme tu dis, préparée, blindée. Donc, 27 janvier, Louise Richer pour ses entrevues, des femmes qui font bouger les choses. Merci à tout le monde d'avoir été au rendez-vous, d'avoir été à l'écoute, d'avoir posé les questions. Mais c'est surtout à Pénélope d'avoir été là pour y répondre. Un plaisir. Merci à toi. Merci. Bonne soirée.